Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un Ici l'Europe spécial écologie et climat en cette semaine très verte. Dans la partie débat de notre programme, nous nous pencherons sur la question des transports non polluants. Allons-nous prendre plus souvent des trains, voire des trains de nuit plutôt que des avions? Et puis tout de suite, évidemment, c'est la semaine où la Commission européenne a dévoilé son paquet climat de 12 directives et règlements visant à réduire les émissions de carbone du continent d'au moins 55% d'ici à 2030, et ce pour atteindre une neutralité climatique chez les 27 en 2050. Pour juger tout de suite de l'effort consenti, nous recevons pour grand invité le chef des Verts au Parlement européen, l'eurodéputé belge Philippe Lamberts. Bonjour à vous en duplex de Cluny en Bourgogne. Merci aussi de faire un peu l'honneur à notre pays de votre présence. C'est une bonne semaine selon vous pour le climat ? C'est une bonne semaine pour le climat parce que la Commission européenne a fait des propositions alors dont on peut évidemment questionner le degré d'ambition, mais en tout cas qu'on le mérite d'exister et de faire avancer le schmilblick comme on dit en France. C'est une mauvaise semaine pour le climat quand on voit le déchaînement de la météo en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs. On voit bien que le climat est sérieusement déréglé déjà maintenant. On parle souvent de la question climatique comme une question pour les générations futures. En fait, il faut réaliser que c'est pour ces générations-ci déjà que le changement climatique est une urgence. Avec effectivement des inondations monstres en Allemagne et dans votre pays, la Belgique, un bilan d'ailleurs de morts très important, voilà, qui est une démonstration concrète de ce réchauffement ? Absolument, et les météorologistes le disent. Avec le réchauffement climatique, la quantité d'eau absorbée par l'atmosphère est plus importante, et cette eau, elle doit aussi retomber à un moment. Autrement dit, les périodes de sécheresse intense et de précipitations intenses vont se multiplier. En fait, non, se multiplient à la surface de la planète, et donc ça nous rappelle l'urgence absolue d'agir. Alors, parlons de ce grand plan bâti par la présidente Ursula von der Leyen, qui en a fait sa priorité. Frans Timmermans, le monsieur Green Deal, marqué par la volonté de verdir toutes les politiques européennes. On va réduire les émissions de carbone du continent d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 90, sachant que la trajectoire actuelle ne menait qu'à moins 40%. C'est plutôt ambitieux. Vous dites une ambition, finalement très nuancée. Alors c'est nuancé parce que si vous regardez ce que la science nous dit que si on veut tenir les objectifs de Paris, c'est-à-dire tenir le réchauffement climatique le plus proche possible d'1,5 degré et en tout cas nettement en dessous de 2, eh bien il faudrait que les Européens fassent leur part de l'effort, et leur part de l'effort devrait les conduire à réduire leurs émissions de CO2, de gaz à effet de serre, entre 60 et 65%. 55%, c'est pas ça. Donc il y a encore un écart important par rapport à ce que la science nous demande ou exige de notre part. Par contre, c'est un progrès incontestable par rapport à l'objectif actuel de moins 40. Alors je peux vous dire que les mesures actuellement pratiquées ne nous menaient même pas à moins 40. Autrement dit, l'objectif qu'on s'était fixé, on n'était pas en train de le tenir. Donc il y a un coup de cravache très sérieux à donner. Et on va voir si les mesures proposées par la Commission vont être adoptées. Alors, vont-elles assez loin? La réponse est non, mais quand on voit les résistances auxquelles elles s'opposent déjà à l'intérieur de la Commission européenne, ensuite au sein des gouvernements européens et au sein du Parlement européen, on voit que la partie est encore très loin d'être gagnée. Alors, il y a aussi au programme une large refonte du marché du carbone européen, du marché donc des échanges qui a été créé en 2005. Bruxelles veut le durcir en baissant le plafond des quotas d'émissions, en renforçant leurs coûts et l'élargir à des secteurs épargnés comme le maritime et l'aviation qui vont devoir donc payer ces droits de polluer. Ils étaient jusqu'à présent beaucoup trop bas, ça ne marchait pas. Est-ce que maintenant ça va enfin fonctionner bien ? Alors, le marché de droits d'émission du carbone, comme vous le disiez, n'a pas très bien fonctionné parce que jusqu'à il y a peu, en fait, émettre du carbone, ça vous coûtait virtuellement rien. Maintenant, le prix du carbone commence à augmenter. Et il faut en effet mettre beaucoup plus de pression dans le système pour que le carbone coûte beaucoup plus cher. Alors, le système de marché de droits d'échange d'émissions va être en effet renforcé.
Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à ce que le prix du carbone augmente. Alors, va-t-il augmenter suffisamment? C'est encore trop tôt pour le dire. Par ailleurs, la Commission européenne veut étendre ce mécanisme au secteur de la construction et du transport, et c'est là que nous avons une divergence de vue assez fondamentale avec la Commission. Pour faire simple, rappelez-vous, en France, lorsque le gouvernement a voulu augmenter pour des raisons soi-disant écologiques à l'époque, le prix du gazole, eh bien, on a eu les gilets jaunes. Et en fait, lorsque on étend le marché de droits d'émission à des secteurs qui touchent directement le public, comme la construction et le transport, en fait, vous faites subir la pression première aux consommateurs. Alors que notre vue, c'est que la pression première, elle doit s'exercer sur les producteurs, sur les entreprises. Alors bien sûr, vous allez me dire, elles vont répercuter ces coûts supplémentaires sur leurs consommateurs. Oui, mais comme elles se font la concurrence, elles vont être bridées dans leur capacité à le faire. Et donc notre vision est qu'il vaut mieux mettre la pression sur les secteurs industriels, sur les grandes entreprises, plutôt que les mettre sur les consommateurs. Si on veut respecter les limites que la planète nous impose, eh bien, il va falloir accepter que les taux de profit observés dans l'économie diminuent. Autrement dit, ceux qui vont devoir faire ceinture, ce sont ceux qui aujourd'hui sont plutôt dans une situation de rente que de gagner leur vie à la sueur de leur front. Alors, cela dit, l'Europe veut aussi se doter, par rapport aux importations à des tarifs moins chers, d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières destiné à renchérir le coût de ces importations depuis des États moins regardants sur les normes environnementales. Certains États membres y sont déjà opposés par peur de déclencher une guerre commerciale. C'est un petit peu deux poids, deux mesures par rapport à nos producteurs locaux et puis ceux qui sont ailleurs. Ben, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas à la fois se plaindre de la concurrence déloyale d'autres pays de la planète et d'un autre côté dire que notre marché peut être accessible sans condition à des producteurs qui ne respectent pas les mêmes règles que nous. Parce que la réalité des choses, c'est que lorsqu'on a mis en place une série de réglementations, dont le marché de droits d'émission, pour nos industries, ben, ce qu'on a fait en réalité en Europe, c'est déplacer nos émissions en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire dans des pays qui n'imposaient pas les mêmes contraintes pour ensuite réimporter les mêmes produits en Europe. Autrement dit, on n'a pas amélioré, on n'a pas résolu le problème, on l'a déplacé. Si on veut éviter cela, alors il faut imposer aux importateurs européens les mêmes règles qu'on impose aux producteurs domestiques. Et je suis désolé de le dire, mais l'heure de la naïveté libre-échangiste, elle est révolue. Elle est révolue, autrement dit, soit on décide que ce sont les marchés, entre guillemets, c'est-à-dire les grandes multinationales qui dictent la conduite des démocraties, ou c'est l'inverse. Si on veut que ce soit l'inverse, eh bien, ça veut dire que si les biens traversent une frontière, ce qu'ils peuvent faire, nous ne sommes pas partisans de fermer les frontières, mais la traversée de frontières par des biens et des services doit obéir à des conditions. Alors, vous avez quand même prononcé le mot « gilet jaune » et effectivement, est-ce qu'une reprise de leur mouvement sur le sol européen n'est pas à anticiper quand on voit que le projet présenté aboutirait aussi à la fin des ventes de moteurs diesel ou à essence dès 2035, un calendrier qui fait déjà tiquer les États, dont la France qui visait plutôt 2040 dans sa récente loi climat. La grogne donc de ces utilisateurs de voitures encore un peu polluantes. Mais que les voitures thermiques doivent disparaître, c'est une évidence. C'est une technologie qui est remarquable à bien des égards, mais qui produit des émissions de CO2 en grande quantité, et donc elle est vouée à disparaître. La position de la France, d'ailleurs, est bien illustrative de l'ambiguïté totale du président Macron, qui voudrait se faire passer pour un grand écolo, alors que dès que les mesures nécessité par la transition écologique heurte les intérêts bien compris des détenteurs de capitaux, c'est là que Macron s'arrête. Et en effet, il a plaidé pour le maintien du moteur thermique et des ventes de voitures à moteur thermique jusqu'en 2040. Nous pensons que ça devrait être 2030. La Commission a tranché à 2035. On peut estimer que c'est un objectif ambitieux, mais très franchement, quand j'entends les protestations du secteur automobile, je suis scandalisé. Je suis désolé de le dire, le secteur automobile sait aussi bien que quiconque depuis des années que les émissions de CO2, il va falloir les faire baisser. Simplement, il a voulu se jouer des législateurs et des législations. Il a triché il a essayé d'abord d'éviter les normes d'émission et puis il a fait en sorte qu'elles ne soient pas mesurées de manière réelle et puis il a triché.
Et donc, aujourd'hui, ils jouent les vertus effarouchées en disant « Oh, mais c'est beaucoup trop, on va devoir travailler, les gars. » Aujourd'hui, si vous voulez mériter vos profits, eh bien, il va falloir investir. Et en effet, les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain, mais se font au détriment des profits immédiats. Et s'ils ne peuvent pas accepter ça, eh bien, il y a certains de leurs concurrents qui seront trop contents de prendre leur place. Alors, l'Union européenne va aussi planter 3 milliards d'arbres avec des essences résistantes aux effets du réchauffement du climat pour renforcer effectivement l'absorption de carbone de ces arbres, nous dit-on, ou peut-être aussi pour préserver l'industrie du bois, hein, très rentable en Europe. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va marcher? Mais ça, c'est un peu toute l'ambiguïté, parce que une bonne partie de la stratégie d'énergie renouvelable de l'Union européenne repose 60% sur ce qu'on appelle les biocarburants, mais en réalité les agrocarburants, c'est-à-dire des plantes ou des arbres que l'on brûle ou que l'on transforme en gaz pour les brûler. Et il s'avère à l'analyse, et c'est les services scientifiques de la Commission européenne eux-mêmes qui le disent, qu'en réalité, ces agrocarburants sont néfastes au climat, ne sont pas bénéfiques au climat. Et ça, c'est un des angles morts du plan présenté par la Commission. On ne remédie toujours pas à cela. On ne veut pas trancher dans le vif, alors sous la pression d'un certain nombre d'États dans lesquels l'industrie forestière est extrêmement puissante, mais la réalité est que la plupart du temps, les pays du nord de l'Europe. En l'occurrence, mais la France à nouveau s'est jointe par la voix de son ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, s'est jointe à la voix de ces pays-là pour plaider l'industrialisation de la forêt, alors qu'aujourd'hui, on le sait, les forêts européennes, même les forêts protégées, sont en très mauvais état et ne parviennent plus à jouer leur rôle d'absorbeur de carbone. Et donc, il va falloir là aussi repenser la manière dont on exploite la forêt. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'exploiter, ça veut dire qu'on devra l'exploiter de manière beaucoup plus comment je dirais, fine et nuancée plutôt que l'exploitation industrielle, les coupes à blanc qu'on pratique aujourd'hui pour finalement faire des pellets qu'on va brûler dans des centrales, ce qui est mauvais pour le climat et mauvais pour la biodiversité. Alors, la Commission européenne, sur un tout autre sujet, a aussi annoncé, et cette fois, c'était jeudi 15 juillet, avoir lancé des procédures d'infraction contre la Hongrie à propos de sa loi interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs, et puis contre la Pologne aussi pour les zones sans idéologie LGBT décrétées par certaines collectivités locales. C'est une première étape qui peut mener à la saisine de la Cour de justice, puis à des sanctions financières. Budapest et Varsovie ont 2 mois pour répondre. Est-ce que, là encore, on arrive à faire quelque chose sur le thème des valeurs ? Alors j'espère bien. Alors jusque maintenant, on n'a pas trouvé le moyen de ramener les gouvernements de ces pays à des positions plus en ligne avec les valeurs qui sont écrites à l'article 2 du traité de l'Union européenne. J'ai la faiblesse de croire qu'en réalité, la seule chose qui les fera vraiment réfléchir, c'est quand on touchera au portefeuille. Donc ces procédures sont importantes, mais la réalité des choses est que dans l'un comme dans l'autre pays, les gouvernements en place s'ingénie à utiliser les fonds européens pour favoriser une oligarchie qui leur est propre, qui leur est proche. Et donc c'est vraiment du clientélisme politique. Et si l'on veut réellement influer sur leur capacité à faire cela, eh bien il faut lier le versement des fonds européens au respect des valeurs de l'Union. La seule chose qu'ils comprendront, c'est quand ils sauront que l'appartenance à l'Union européenne, qui pour ces 2 pays se traduit par des versements budgétaires extrêmement importants, eh bien, sera remise en cause, en tout cas dans son volet financier. Malte, par exemple, l'île de Malte a finalement renoncé à fermer ses frontières aux personnes non vaccinées contre le Covid, en imposant en revanche une quarantaine, parce qu'une telle mesure était en fait contraire aux règles européennes. La libre circulation et les bénéfices du fameux pass sanitaire pendant les vacances, malgré la circulation de variants, vous y croyez, Philippe Lambert ? Alors, c'est évident que plus les personnes circulent, plus le virus circule. C'est aussi simple que ça. Nous sommes, nous les humains, les vecteurs de ce virus. Et donc forcément, plus on circule, plus le virus circule. Faut-il limiter les déplacements? Oui, mais d'un autre côté, si on veut que nos sociétés restent dans une santé à la fois mentale et psychologique et économique digne de ce nom, ben, il faut quand même donner un minimum de liberté à nos concitoyens. C'est pour cela qu'on s'est donné quand même beaucoup de mal pour produire en 2 mois
ce texte européen qui prévoit le certificat sanitaire européen, qui en fait permet la circulation moyennant soit la vaccination, soit un test négatif, soit la preuve d'un rétablissement après avoir eu le Covid. C'est pas pour rien qu'on s'est donné ce mal-là. Et donc, je déplore le fait qu'un certain nombre d'États membres refusent d'utiliser cet outil commun qui, me semble-t-il, est un outil de bon sens et aussi bordé par une série de conditions qui évitent l'abus, par exemple, de l'exploitation de données personnelles comme certains systèmes nationaux le font. On ne va pas encore retrouver cette année-ci le degré de circulation qu'on avait avant la pandémie, et c'est normal. C'est normal. Ce que j'espère, c'est que nous trouvons le moyen à la fois de permettre aux gens de prendre des vacances parce que nos sociétés sont extrêmement tendues et épuisées, et d'un autre côté, d'éviter l'emballement des infections. Et là, c'est vrai que, en tout cas, les indications que nous avons... C'est notre prochain thème de débat, Philippe Lamberts. Train ou avion, vous êtes venu en France par quel moyen de transport, justement ? Par la route avec ma famille. Et donc, je pense que c'est un moyen, lorsque l'on est plusieurs dans le même véhicule, qui reste écologiquement, en tout cas moins nuisible que l'avion, c'est évident. Je n'ai jamais pris en fait de ma vie des vacances en avion et je ne compte pas le faire. Donc voilà. Donc j'ai la chance d'avoir aux portes de la Belgique un des plus beaux États de l'Union européenne, et donc je ne vais pas m'en priver. Merci à vous, en tout cas, d'avoir choisi la France, bien sûr. Merci à vous pour cet entretien. Je vais être rejointe dans quelques minutes par ma camarade de Public Sénat pour parler justement transport, train de nuit ou avion. C'est dans notre partie débat.